Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Donc ce soir, nous sommes désolés de vous apprendre que Claire Sévrac ne pourra pas être avec nous. Elle a eu un empêchement d'ordre personnel, voilà, vraiment très important. Je vais pas m'étendre dessus puisque justement c'est précisément très personnel. En tout cas, voilà, donc en tout cas on est de tout courage avec elle pour cette épreuve et elle ne saurait tarder pour nous redonner une date. De toute façon, on va reprogrammer l'émission avec elle. Donc on est désolé pour tous ceux qui voulaient voir cette entrevue, cette émission avec Claire Sévrac. Et bien c'est partie remise vraiment pour, comme je vous dis, une raison vraiment inévitable. Voilà. Donc, désolé, ça fait malchance, hein. C'est la loi des séries, comme on dit, hein, voilà, il y a une fameuse loi des séries, série noire, vous voyez. Donc, c'est comme ça. Hier, c'était Nicolas Dupont-Aignan, et aujourd'hui, c'est Claire Sévrac. Donc, on a décidé de faire une libre antenne très improvisée. Bonsoir à tous, hein, sur le chat. De toute façon, vous êtes au rendez-vous, je sais bien, vous êtes assez nombreux encore, un petit peu moins nombreux qu'hier, mais comme ça on va faire une petite émission entre nous. Alors évidemment il y a tout un tas d'actualités, vous pouvez appeler sur le numéro pour passer à l'antenne, puisque comme ça là on a réparé les petits soucis techniques, normalement ça devrait pouvoir fonctionner aujourd'hui, donc allez-y, ne vous gênez pas, le numéro va s'afficher. Le petit thème du jour, puisque il faut quand même un petit thème, hein, donc même si on improvise, justement ce sera le mot nation. Et qu'est-ce que ça vous inspire, la nation? Est-ce que la nation est un projet obsolète, ou au contraire un projet d'avenir? Vraiment, puisque on en est là aujourd'hui, hein, puisqu'il s'agit de brader la nation, l'État, hein, et de créer des espèces de suprastructures, vous voyez, des espèces de grandes structures qui chapeautent tout, hein. C'est tout à fait la tendance du moment, donc ça va avec évidemment le regroupement des États. Des États, évidemment, on les regroupe pour mieux les dominer. Parce qu'en fait, ce regroupement, c'est quoi? C'est en fait une soumission. Alors il y a cette image assez fabuleuse, hein, je pense qu'on va pouvoir la retrouver, c'est un député européen hongrois qui s'empare du drapeau européen et qui le jette sur hors du Parlement hongrois. Hein. Donc ça, c'est vraiment le symbole d'une espèce de rébellion qui est en train on va dire, de s'imposer, hein, petit à petit en Europe. On voit qu'il y a des velléités vraiment de retour à la souveraineté, et que l'Union européenne, c'est une colonisation, une dictature. Et ces peuples de l'Est, qui sont à peine sortis du joug communiste, n'ont pas envie de rentrer encore dans un nouvel empire. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ils sont passés d'un empire à l'autre. Hein. Les chars soviétiques sont partis et qu'on a installé les bases de l'OTAN. En Tchéquie, les gens aussi ont manifesté contre l'établissement d'une base américaine. Donc ça arrive constamment, hein, dans les pays de l'Est. On en parle très peu. Alors la Pologne, vous savez, la Pologne qui a participé à la guerre en Irak, pour laquelle on a fait acheter des F-16. Hein. C'est très pratique, hein, comme si la Pologne avait besoin de F-16, parce qu'ils n'avaient pas d'avion. C'est-à-dire qu'ils voulaient bien aller en Irak, mais ils n'avaient pas d'armée, donc il a fallu que les Américains leur fassent un crédit pour acheter des F-16, hein, machin, etc. Mais tout ça payé, bien sûr, avec des subventions européennes, parce que vous savez, il y a toujours de l'argent européen, parce que l'Union européenne, c'est un peu ça, c'est une machine à puiser l'argent, mais qui sert les intérêts géostratégiques. L'intérêt, après l'effondrement du mur de Berlin, c'était d'étendre le pays, la zone, l'empire, parce qu'en fait, finalement, vous savez, hein, c'est un vieil adage, la seule chance de survie pour un empire, c'est de s'étendre et de faire la guerre. Donc l'empire s'étend, s'étend, s'étend. Donc l'Union européenne, hein, c'est de l'aveu même de Manuel Barroso, le président de la Commission, c'est un empire. Hein. Il le dit lui-même, l'Union européenne, c'est un empire républicain. Ça fait doucement sourire, hein, parce qu'on est dans la civilisation des oxymores. Donc cet empire républicain,
a vocation à s'étendre. Et après l'effondrement du mur de Berlin, effectivement, c'est l'occasion pour les États-Unis et leur empire de basculer complètement le bras armé, on va dire, des États-Unis, l'OTAN, qui s'est emparé de ces pays-là et qui ont in fine basculé dans l'Union européenne et donc dans le giron de l'Empire américain. C'était une stratégie, on va dire, complètement assumée par les autorités américaines, assumée par comment on appelle ça, les services de renseignement qui ont œuvré pour ça. Donc ont œuvré dans ce sens pour le renversement de toute l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Et donc, voilà, on a grossi l'Empire. Alors aujourd'hui, on voit les soubresauts, il y a eu cette tentative déjà avec le Bélarus qui a été victime, vous savez très bien, de cette campagne d'intimidation. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Alors l'Ukraine, en plus, on voit au bord de la guerre civile, vous en avez parlé, ça refait des problèmes. Donc vraiment, oui, effectivement. C'est clair et net que l'Ukraine, c'est un point capital de ce qui va se passer en Europe dans les prochains, on va dire, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Puisqu'ils sont en train de reconfigurer la carte de l'Europe. Ça fait partie des, on va dire, presque des priorités du moment. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais aller voir sur le chat parce que vous êtes nombreux à être connectés. La Nation, c'est pas une station de métro à Paris, c'est Invisible qui dit ça. Ça commence à troller direct. Alors, bonsoir tout le monde, tu pourrais nous dire pourquoi Jovanovic parle autant mal de Célineau, a voulu en parler au direct, j'imagine que tu lui as demandé hors émission. C'est que Nel 30, je ne sais pas la vérité, pour tout vous dire, je ne sais pas, il n'a pas donné de précision de plus que ce qu'il a dit à l'antenne. C'est-à-dire que selon lui, Asselineau serait, on va dire, stipendié par certaines forces occultes de façon à déstabiliser la montée du Front National. Ça, c'est une théorie que j'ai déjà entendue un certain nombre de fois, vous imaginez, j'ai entendu ça depuis même des années, si j'ai envie de dire. Et ce que j'en pense, c'est que je ne sais pas si ça tient vraiment la route. Je ne sais pas si on peut accorder une importance, parce qu'il tape sur le Front National, mais il tape aussi sur d'autres partis. Donc, c'est vrai. L'axe sur lequel, effectivement, il apporte sa critique du Front National, il est le seul à l'apporter de cette façon-là. Et c'est vrai qu'en ça, il se distingue quand même de tous les détracteurs du Front National. Et sur cette question, en fait, du lancement du Front National dans la fin des années 80, les années 90, la participation de Serac, etc., il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse de fait. Si on fait une petite investigation à son échelle, on trouve déjà des informations et on peut affirmer que Serac était bien un membre de la secte Moon. On peut affirmer que la secte Moon est bien un paravent de la CIA, comme tout un tas d'organisations, vous savez, comme la NED, etc., Haute-Port et compagnie, ils ont tout un tas d'organisations comme ça, qui sont des paravents. Donc ça, c'est tout à fait crédible. Maintenant, a-t-on la preuve irréfutable de ça? Non. Est-ce que c'est pas aussi la preuve peut-être aussi d'une infiltration du Front National? Voilà, on peut l'interpréter de plusieurs façons différentes, sachant que ce monsieur Serac a quitté au bout d'un moment le Front National, même s'il y a occupé des fonctions très importantes. Est-ce que le Front National n'était pas sur orbite, etc. Enfin, vous voyez, c'est toutes les questions qui se posent, mais il faudrait peut-être pour ça faire une enquête un peu plus sérieuse, un peu plus poussée, avec des véritables preuves, parce qu'on ne peut pas balancer effectivement des choses comme ça sans avoir au moins un minimum de preuves, parce que voilà, c'est clair, c'est quand même le b.a.-ba, quoi. Alors, il y a Gaspard Tacus qui dit « Question de lexicologie, pas le mot empire tel qu'on l'emploie entre nous ne fait-il pas partie intégrante du vocabulaire de base de la dissidence? Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de souvenir de quelque expert médiatique l'employant pour décrire la réalité. Me trompe-je ?» Ah, oui, c'est clair que ça fait partie de notre... c'est peut-être comment on appelle ça? C'est peut-être une des armes de la résistance, c'est de se réapproprier le langage.
et commencer par réapproprier notre langage. Eux, ils vivent dans la civilisation des oxymores, c'est-à-dire qu'on justement vous manipule complètement avec le langage. Hein, voilà, l'empire républicain, les bombardements humanitaires, les frappes chirurgicales, vous voyez, c'est tout à fait la civilisation des oxymores. Hein. On fait de l'ingérence humanitaire, on fait de... Vous voyez, ces deux notions qu'on comprend bien qui sont complètement contradictoires. Hein. Hein, parce que l'ingérence, c'est quand même quelque chose de mauvais, hein, de base. Je m'ingère dans vos affaires, je n'ai pas le droit de le faire, je prends le droit de m'ingérer. Donc déjà, c'est une intrusion. Et puis de l'autre côté, c'est humanitaire. Alors humanitaire, c'est tout l'inverse, c'est tout bon, c'est humanitaire. Donc je m'intrus, en fait, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais pour le bien, voilà. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de vous faire comprendre. C'est comme ça qu'on nous manipule avec les mots. Et peut-être que effectivement le mot empire, qui fait partie complètement du vocabulaire hein, du résistant de base, il décrit quand même, je trouve, assez bien la volonté, en tout cas, de l'oligarchie, qui est une volonté impériale, c'est-à-dire impériale au sens d'imposer sa vision aux autres, impériale au sens de la géopolitique, puisqu'on voit bien que c'est un empire aussi, avec un territoire donc qui s'étend, etc. Donc il y a vraiment la logique impériale. La logique impériale est à l'œuvre. Et cet empire, de toute façon, il a déjà existé, il existe depuis longtemps. C'est l'empire anglo-américain. Il a un peu changé peut-être de centre stratégique, il a un logiciel supplémentaire avec le sionisme, puisque tout ça est lié par l'existence, on va dire, mais voilà, c'est ce même empire qui est devant nous. Hein. Et peut-être là, il y a le réveil, alors on dira que la France, elle aussi, a tenté de faire un empire, c'est vrai, alors peut-être, oui, c'est vrai, il y a eu tentative de française de faire un empire, il y a eu l'empire français. Alors il reste des substrats de cet empire avec la France-Afrique et notre influence, on va dire, qui est presque indécente hein, encore sur le continent noir, en particulier avec l'outil du franc CFA qui représente ni plus ni moins qu'un tour de passe-passe formidable nous permettant d'assécher toutes les ressources en devises et de payer nos matières premières gratuitement sur le continent africain. Pour ceux qui comprennent les mécanismes de fonctionnement de cette monnaie, hein, on voit bien que c'est un scandale absolu, quoi. Scandale pour nous, pour ce qu'on prétend défendre, en tout cas ce qu'on prétend être. Si demain il y a une libération du pays, on ne pourra pas laisser les choses en l'état parce que on voit pas pourquoi ce qui est bien pour nous ne serait pas appliqué aux autres aussi. Hein. Alors, bonsoir Thomas, bonsoir Meta TV plus 1. Il y a plusieurs grands banquiers qui se suicident en ce moment, ou pas, ou est-ce une reconfiguration économique? C'est Alex17 qui nous dit ça. Ouais, j'ai entendu parler de certains suicides un peu bizarres en ce moment dans le monde de la finance. C'est étrange, hein, je ne veux pas faire le conspi, j'ai pas trop d'infos, donc je peux pas trop parler là-dessus, mais évidemment, on s'interroge toujours... hein, parce qu'il y a des gens qui se suicident, puis il y a des gens qu'on suicide. Il y a toujours les deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Jovin est intéressant, c'est avec Histoire d'Ange, il délire. Autant écouter le voyant de Skyrock. Ouais, vous êtes un peu méchant avec le père Jovin, dis donc. Ouais, je sais pas s'il délire. Moi, je l'ai pas lu, le livre sur les anges, donc je peux pas en parler vraiment à fond, quoi, en tout cas. Asselineau pousse le FN à aller là où le système ne veut pas s'aventurer, sortie UE. Si c'est le système qui envoie Asselineau, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Si un système qui nous envoie Asselineau, il y a un bug. Ouais, oui, c'est Eurasien qui dit ça. Voilà, donc ça paraît clair, effectivement. Moi, je pense plutôt qu'Asselineau fait bouger effectivement les lignes politiques et le FN, comme d'autres partis politiques, sont obligés aujourd'hui un peu de se réaligner, de revoir un peu la stratégie de base, on va dire, hein, puisque voilà, le père Asselineau, il les a poussés dans les gonds, quoi, sur cette histoire de sortie de l'Union européenne, qui est quand même essentielle, quoi. Cette question-là, elle n'est pas anodine, c'est une question centrale, et ça va devenir la question, ça va devenir la grande question.
hein, bah, justement, qui va être posé et qui va certainement creuser un peu plus le clivage, hein, entre les partisans de la nation, les partisans du mondialisme. Mais ça va être violent, oui, évidemment, évidemment. Ça va être particulièrement violent si les forces s'opposent, et elles vont s'opposer, c'est inévitable. De toute façon, c'est inévitable. Il y aura opposition des forces, il y aura bien un moment donné où, de toute façon, les personnes, les masques politiques vont tomber, et on sera bien obligé, mais ce sera une nécessité de s'affirmer et de choisir son camp. On n'aura pas le choix. Il faudra choisir un camp à ce moment-là. Et bon, ça, c'est clair et net. Hein. Tous ceux qui pensent que non, ils ne pourront pas choisir un camp, que ça n'existe pas, l'espèce de troisième voie, il n'y aura pas de troisième voie. Vous serez du côté des mondialistes ou du côté des patriotes. Et du côté des patriotes, il y aura certainement des gens contradictoires, des gens qui ne s'apprécient pas, mais ce sera aussi la même chose du côté des mondialistes. Et ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Il faut... voilà, si on analyse le spectre politique, vous verrez que cette configuration, elle est déjà là, elle existe déjà. Alors, il y a le Flin qui me dit « Salut Topa, es-tu sûr que tes invités ne reçoivent pas des menaces pour ne pas venir ?» Non, je ne pense pas, sincèrement, ils me le diraient. C'est pas leur intérêt. Je pense que s'il y avait vraiment des menaces qui pèsent, et il y en a, on va pas se mentir, il y en a, ne nous leurrons pas, hein, on sait très bien, il y a des menaces, il y a des choses comme ça qui c'est pas évident. Puis on leur prépare du lourd. Alors c'est pas fini tout ça. Mais bon, voilà. On va continuer avec. Robert Ménard est un agent de la CIA, il a magouillé avec Dassault, je l'ai lu dans le livre de Salim Laïbi, il s'est fait balancer par un ancien reporter de Reporters sans frontières, dans un livre de Maxime Vivas, La face cachée de Reporters sans frontières, ça commence à faire lourd pour le Front National. C'est Claude 34 qui nous dit ça. Oui, c'est vrai, Robert Ménard, on l'a rencontré, Robert Ménard, moi je l'ai rencontré justement dans les universités de l'UPR. J'ai toujours, effectivement, je connais cette information, il y a même, je peux vous affirmer, c'est Zemmour qui a traité Robert Ménard d'agent de la CIA. C'est assez croustillant. Mais quand on s'intéresse au CV de Robert Ménard, et en particulier au moment de la création de Reporters sans frontières, puisqu'il est le fondateur de Reporters sans frontières, au moment de la création, il y a eu des fonds de la NED, hein, la National Endowment for Democracy. Vous savez, cet organisme-là, dirigé en ce moment par John McCain, qui va comme ça, vous savez, dans tous les pays, en Russie, en Syrie, en Libye, tu vois, là, il y a des gens en détresse, vous savez, des gens qui ont besoin de l'Amérique. Et donc, cette NED a financé au départ, alors elle a financé plein de trucs, et elle a financé la création de Reporters sans frontières. Et donc, c'est là que cette suspicion sur la collusion entre Ménard et les services de renseignement américains est née et a posé problème. Donc c'est pour ça que des gens comme Zemmour l'ont interpellé là-dessus, puis il y en a d'autres, hein, voilà, ce livre qui est évoqué, etc. Il y a plein de... C'est pas la première fois qu'on entend ce rôle de Ménard. Bon. Alors, bonsoir tout le monde, tu pourrais nous dire... alors, qu'est-ce que vous me dites? Celle-là, je l'ai déjà lu. Jovanovic est un peu facho-islamophobe quand même, non? C'est peut-être pour ça, il n'y a qu'à voir la démonstration d'Asselineau sur le livre blanc et le terrorisme. C'est Cyrine38 qui nous dit ça. Oui, je sais pas si c'est pour ça que ces questions par rapport à Asselineau, non, je sais pas si... Oui, effectivement, on la fume un peu d'islamophobie, mais bon, je sais pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, est-ce que si on critique l'islam, on est islamophobe? Ça, c'est la grande question. Des unions partout, Union Européenne, la CEL, le Mercosur, à quand l'union des unions? Ah bah déjà, s'il nous arrive, c'est Jacques Lac qui nous dit ça, s'il nous arrive à nous pondre une Union Européenne, une Union Africaine, une Union Sud-Américaine, une Union Asiatique, ensuite on a notre gouvernement mondial, il est déjà là. Alors on aura déjà voilà, l'Union Européenne avec notre président, hein, vous savez, en plus vous avez vu le prochain président, il est déjà choisi, on sait très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez le nom, c'est Christine Lagarde. Ça y est, j'ai vu qu'ils avaient dit, voilà, elle est pressentie et tout. Vous savez, quand on nous prépare comme ça, elle est pressentie et tout. Parce que bon, et Christine Lagarde, c'est complètement cohérent. Je veux dire,
hein, c'est une atlantiste, elle est plus américaine que française, hein, elle s'exprimait, je le rappelle, en anglais quand elle était ministre de l'économie et des finances, hein, elle faisait des notes en anglais à ses collaborateurs, au point qu'il y a eu une fronde dans son cabinet, où les gens se sont plaints en disant, mais attendez, on est quand même au ministère de l'économie et des finances de la France, avec une ministre qui nous donne des notes en anglais. Non mais elle me croit rêver, c'est Christine Lagarde, celle qui a vendu tous les intérêts de l'industrie française à Lockheed Martin, à Halliburton, etc., à tous ses potes américains, hein, puisqu'elle a travaillé, vous savez, dans un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires américains, un cabinet d'avocats qui gère les intérêts justement des plus grandes sociétés de l'industrie américaine. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Donc cette personne-là, si elle a été placée là où elle était placée du temps de Sarkozy, que personne ne la connaissait. Est-ce que c'est une femme politique jamais de la vie? D'où elle est issue de la politique, Christine Lagarde? Christine Lagarde, elle est venue, c'était une grande avocate à New York, machin, hop, et puis elle a été nommée ministre. Elle n'a jamais fait de politique. Hein, voilà, d'ailleurs, quelle politique elle a fait? Voilà, elle est au service de l'oligarchie. Hein, c'est exactement ça, cette espèce de hyper classe mondiale. Ce sont des gens, voilà, qui mènent des carrières comme ça, mais qui n'ont aucune conviction politique. Hein, vous vous rappelez ce qu'on disait au moment de l'essence. Quand l'essence avait augmenté, on a demandé à Madame Lagarde, mais attendez, quelles mesures vous allez prendre, Madame? Ben, les gens n'ont qu'à prendre le taxi. Ah oui, les gens, mais vous vous rendez compte du niveau, quoi. Hein, il faut que ces gens-là, je suis désolé, ils vont maintenant diriger l'Europe. Hein. C'est Christine Lagarde. C'est cette personne-là. Après avoir, elle a très bien fait son boulot en France, hein, elle a vendu toute l'industrie française aux États-Unis. Maintenant, si elle a un poste de présidente de la commission ou présidente à la place de Van Rompuy, parce que c'est présidente de la commission en plus, ouais. Donc c'est pas pour rien, présidente de la Commission européenne. Vous vous rendez compte? Et puis on va vous faire le baratin encore, parce qu'ils sont énormes avec ça. On va vous faire le baratin sur c'est une Française. Bah oui, c'est une Française. Hein, c'est une Française. Ouais. Vous savez ce qu'il disait? Il y avait un commissaire européen, ben c'était Sir Léon Brittan, qui disait dans les institutions européennes, il faut toujours mettre des Français, parce que c'est ceux qui ne défendent jamais l'intérêt national. C'est énorme. C'est pour ça que vous voyez tous ces Français diriger les institutions internationales, puis qui sont montrés en exemple, regardez, puis vous dites, ah ouais, c'est un Français, quand même, les intérêts de la France sont conservés. Ah ben on l'a bien vu. Hein. Pendant des années, ils nous ont endormis, ils avaient bien compris le truc. Pour nous vendre l'Union Européenne, on vous a foutu un Français, on vous a foutu des Français. À chaque fois, on vous a foutu des Français. Entre autres, je parle d'un président de la Commission, je parle de Jacques Delors, qui était, alors lui, extraordinaire, hein, puisque président de la Commission Européenne, il a fait tout avaler, toutes les couleuvres français. Parce que c'était les Français qu'il fallait faire avaler ces couleuvres-là, évidemment. Hein. Donc, on nous a baratiné avec cette histoire d'Union Européenne, on vous a mis des Français de façon à vous faire croire qu'un Français allait protéger l'intérêt national, et finalement, c'était une espèce de gage d'assurance de voir un Français à la tête de l'Union Européenne. Après, on s'est même permis d'écrire des livres comme quoi l'Union Européenne, c'était une invention française. Mais c'est une escroquerie, tout ça est une escroquerie. Donc Christine Lagarde, présidente de la Commission Européenne, pressentie pour être présidente de la Commission Européenne, ça veut tout dire. C'est encore une fois, mais on va dire Christine Lagarde. On va nous faire croire que, vous voyez, il y a des Français, ils vont être contents d'avoir une Française. Mais mon Dieu, quelle Française! On va même me mettre un agent, j'avais entendu à l'époque, il parlait de mettre Schwarzenegger à la place de Van Rompuy, qui se voyait bien faire un destin dans les institutions européennes. Parce que, n'étant pas né sur le territoire américain, il ne peut pas se présenter aux États-Unis à l'élection présidentielle. Donc du coup, puisqu'il a atteint son poste de gouverneur, il ne peut pas aller plus haut, donc il s'est dit, je me verrais bien un poste de président de l'Europe, après Van Rompuy. On va se taper Schwarzenegger et Christine Lagarde. Eh ben, bonjour le 21e siècle, mon Dieu, c'est presque une blague en soi. Alors, Ozzy, dites pas qui vous menace, mais on ne sait pas, mon cher Ozzy, justement, c'est le propre de ces menaces, c'est ne pas savoir vraiment d'où elles viennent. Alors, oui, Maxime Vivas, on a parlé de l'interviewer avec Meta TV Toulouse Information. Yes, Eurasien qui nous dit ça. Eh ben, super, franchement, excellente interview, les gars. Bah oui, on passe une dédicace à Renaud et toute l'équipe d'Information s'ils nous regardent. Alors,
Ah, il y a des gens qui essayent d'appeler. Je vois mon cher Steph, et c'est vrai que je vois des appels passer. Uniquement sur Skype. Uniquement Pas de sur... téléphone. D'accord. Ah, eh ben, il faut le préciser alors. Donc on vient de me dire qu'il faut que vous ajoutiez uniquement sur Skype. On ne peut pas prendre les appels téléphoniques. Donc il faut que vous ayez un compte Skype. Donc ouvrez un compte Skype si vous n'en avez pas, ou ceux qu'on aura, vous rajoutez Meta TV France. Et Steph, il va vous répondre. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, tout est mélangé entre nations, les grosses entreprises, des armées sous l'ONU, les politiques, pas tous, mais presque spécial dédicace aux écolos avec Eva Joly, qui s'était présentée à la présidentielle. Il reste plus que les PME et le peuple. Tu m'étonnes, c'est Vostok. Oui, mais Eva Joly avec sa paire de lunettes, c'est-à-dire aujourd'hui le marketing a basé tout sur une paire de lunettes. Donc c'était la minute Eva Joly qui voulait qu'on défile avec des fleurs au 14 juillet sur les Champs-Élysées. Ouais, voilà ce qui est devenu la politique française, puis tout le monde s'est un peu moqué de son accent. J'avoue que c'était un peu moqueur, mais c'était aussi quand même assez drôle de s'imaginer qu'une Française puisse avoir un accent, alors d'autant plus c'est un accent norvégien, parce que je rappelle qu'Eva Joly est d'origine norvégienne, et qui était interprété comme germanique, et un peu, il y avait cette caricature évidemment, vous savez, de l'allemand lorsqu'elle parlait, qui était assez drôle dans une campagne présidentielle. On a un président qui s'appelle Hollande, on a une candidate qui a un accent germanique. C'était assez drôle. Alors évidemment, le français est moqueur, mais alors ça, pareil, c'est impolitiquement correct. Aujourd'hui, on ne peut plus ni blaguer, ni parler de communauté sans être soupçonné de faire de la propagation de la haine. Vous savez, tentative de faire comme, voilà, on a condamné, vous avez vu Joe le Corbeau qui a été mis comment dire, comment on appelle ça, pas en détention, mais en placement judiciaire, je me sais plus, j'ai oublié le terme. Et c'est pour une histoire où il a simplement donc diffusé une photo qui avait été largement diffusée sur Internet. Et donc on lui est tombé dessus, etc. Enfin, c'est quand même extraordinaire ce qui est en train de se passer en France. On voit bien que c'est la dictature la plus totale. On n'a rien à envier à ce qui se passait de l'autre côté, dans le bloc soviétique. On va me dire, ouais, il y avait des goulags. On n'est pas loin, vous allez voir, on n'est pas loin. Allez, des goulags, mais les gens, ils se sont tapés dans les rues de la même façon. Voilà, là, pour une histoire d'une photo, il y a quelqu'un qui va quasiment faire de la prison. Faut arrêter quand même, faut arrêter. Mais, alors, le jour où le pain coûtera moins cher, on nous dira de manger de la brioche. Tiens, ça me rappelle quelque chose, c'est nos limites 72. Bah, c'est la même classe, voilà, c'est exactement ça. Christine Lagarde, à l'époque, elle était dans le même, la même ambiance que Marie-Antoinette. Ouais, bah, on lui souhaite quand même pas de finir pareil. Voilà. Pour garder le côté chrétien, pour garder le côté religieux. Parce que il y en a quand même que ça mérite. La tête dans le panier, c'est quand même extraordinaire. Alors, il y a la vérité nous dit tous des branquignoles, on met qui et quoi à la place? Tu m'étonnes, bah je pense qu'on trouvera. Si tu veux mon avis, branquignol, on trouvera. Franchement, on trouvera. On peut trouver. Qu'on nous dise pas que cette classe politique-là médiocre, elle est médiocre. On peut la balayer, on peut la remplacer facilement. Ils sont médiocres. Attends, vous avez vu le niveau quand même de Sarkozy. On avait Nadine Morano, ministre. Nadine Morano. Nadine Morano. La personne qui a un QI équivalent à une lampe de chevet. Donc c'est quand même, elle est devenue ministre. Donc bon, on avait Fadela Amara, Fadela Amara qui est fâchée avec la conjugaison et la grammaire depuis la petite enfance. Bon, elle est devenue ministre. Voilà, comme dit, je suis arrivé au gouvernement, je leur ai dit on y va à Donf. Bon, bah, ils y sont allés à Donf pour suivre l'élan donné par Fadela Amara et Nadine Morano. Non mais, vous vous rendez compte, ces gens-là ont été ministres. Vous vous rendez compte? Non mais, parmi vous, là, je forme un gouvernement tout de suite. Non mais, vous vous rendez compte? Donc, le niveau et la médiocrité de nos gouvernants,
depuis, on va dire, une trentaine d'années à peu près, quasiment 40 ans, c'est quand même, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça me fait penser au livre de Soral. Jusqu'où va-t-on descendre? On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Chaque gouvernement est pire qu'avant. Avec Sarkozy, on croyait qu'on avait touché le fond. Bon, c'était mal connaître nos animaux. C'était mal les connaître. Et puis on voit bien que ce qui s'est passé, on a eu Hollande, on a creusé sur le pot, on a creusé. Jusqu'où va-t-on descendre? Et c'est qui le prochain gouvernement? Vous allez quoi? Vous allez attendre encore Valls ou Copé? Non, il faudra vraiment d'ici là, non, c'est plus possible, c'est plus possible. Alors, Yazine Zen, il dit « Personnellement, je soupçonne Lagarde d'avoir joué un très grand rôle dans la répercussion de la crise des subprimes des USA envers l'Europe. Elle a toujours été très proche des gros bonnets de la banque aux States et en Grande-Bretagne et a sûrement été complice pour exacerber les conséquences de la crise sur le système financier européen et plus particulièrement français. » Eh ben, je suis entièrement d'accord, parce que cette femme-là travaille de toute façon pour les intérêts de ces grands oligarques financiers. Elle travaille pour ces grandes compagnies, pour ces grandes industries. Elle n'est que leur valet, et évidemment, je suis entièrement d'accord qu'elle a fait en sorte, en plus, d'aller piocher dans les pioches des contribuables, parce que faut se rappeler en 2008 combien on a déboursé pour les banques. Ça se chiffre en centaines de milliards d'euros, des centaines et des centaines de milliards d'euros qu'on a donnés pour renflouer les caisses des banques. Parce que c'est ça, ce sont les caisses des banques qui ont été renflouées. C'est quand même extraordinaire. Alors, il y a Félin, il nous dit « Les gars, préparez votre autonomie alimentaire, potager, conserve, choses à troquer, porte blindée, armes, masque à gaz et tout le tintouin, ça va pas tarder, c'est trop chaud, merci. » Voilà. Ouais. Le Félin, il dit « Tu veux être présidente? Pas... Non, non. Pas de président pour le moment. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents pour occuper ce poste ô combien stratégique. Il y a plein de choses à connaître, etc. Un président, c'est lourd sur les épaules. Pas tout de suite. On attend un peu, c'est comme Sarkozy. J'y pense le matin en me rasant, mais j'ai le temps. Voilà. Mais non, c'est un peu trop de responsabilité pour le moment. Et alors, qu'est-ce que vous me dites? Le pire ennemi de la France est à l'intérieur du pays, les élites qui nous trahissent. Ouais, tout à fait d'accord. Ces élites sont vraiment une espèce de cancer, quoi. C'est vraiment l'espèce de cancer qui nous a rongés, qui nous ronge encore, et dont on connaît la cause maintenant, il va falloir s'en débarrasser. C'est ça qui est le plus difficile. Parce que modifier, renverser un système, on voit bien que c'est compliqué. Faut savoir où est-ce qu'on va, etc. Mais je pense qu'on a compris en tout cas comment ça fonctionne. Alors moi j'ai travaillé pour le troisième plus gros groupe pharmaceutique mondial, Aventis, et on m'a demandé de mettre des substances hautement cancérigènes dans les antibiotiques, ce que je faisais sans chercher à comprendre, du moins au début. Et ils planquaient ces substances à chaque contrôle, et j'ai eu un doute et personne ne s'est posé la question, même en 30 ans de carrière, dingue les gars, sans compter les conditions immondes d'extraction. C'est là que j'ai compris que les automatismes sacrés des vrais zombies intellectuels, plus aucune capacité de jugement, quel que soit le niveau de culture. C'est Amoros qui nous dit ça, c'est très intéressant ça comme témoignage Amoros, parce que en plus, voilà, ça va avec le sujet qu'on aurait dû aborder ce soir avec Claire Sévrac sur le complot mondial contre la santé et l'alimentation. Et le fait qu'on rajoute comme ça des additifs alimentaires et des substances nocives, cancérigènes, au sein de produits qui sont censés être des produits présentés comme garantissant toutes les conditions sanitaires et de sécurité. Et pourtant, on met des substances nocives, cancérigènes, on l'avait vu avec Corinne Bouget, on devait le voir ce soir avec Claire Sévrac, et vous donner des reportages, des témoignages qui viennent reconfirmer tout ça, quoi. Donc ça, c'est clair et net. Ils nous empoisonnent, ça fait partie du projet. Moi aussi, j'incite les gens à utiliser le plus possible d'aliments basiques et de cuisiner par eux-mêmes. Ça prend toujours un petit peu plus de temps, mais c'est meilleur et c'est tellement bon déjà au niveau du goût, mais aussi tellement meilleur pour la santé, quoi. Parce que vous allez manger des pâtes toutes faites, acheter machin, non, faut arrêter. Arrêtez tout de suite. Vincent sur Skype. Alors, on a Vincent sur Skype, on va voir si... Alors, je vais ouvrir
Voilà, on devrait la voir dans pas longtemps. Allô, Allô, Vincent? Allô? Allô. Ah, Ah, je sais je pas sais pas s'il s'il nous nous entend. entend. Tu me Tu dis me dis qu'il est qu'il est là. là. Il vient de repartir. Ah, Ah, bon, bon, bah, il bah, vient il de vient de repartir. repartir. Loupé. Alors, bon, bah, Vincent, bah, il faut peut-être rappeler, Vincent, si tu nous entends, si vous nous entendez, je fais mon Sarkozy, je tutoie tout le monde. Donc, voilà, bah, il faut rappeler, apparemment, il y a eu un petit bug et tout, je sais pas. Alors, appel Amoros, appel, je veux en savoir plus, c'est Malababs qui nous dit ça. Bah oui, ça serait intéressant, effectivement, Amoros, d'appeler qu'on en sache plus sur cette histoire de substances cancérigènes, parce que, effectivement, on ne sait pas du tout. Alors, salutations à la métatine, on escale, je suis désolé, ça parle encore à l'Union Européenne, j'ai l'impression. On parlait de tout, mon cher Alasso, on parlait de tout. Non, c'était la nation qui était plutôt, effectivement, au cœur du débat, mais ça a dérivé, puisque de toute façon, la nation est en danger, mise en danger par ce projet d'ordre mondial qui avance à grands pas tous les jours. Le marché transatlantique, ça avance encore et encore. Voilà, et ça continue, voilà, ils vont jamais nous lâcher. C'est clair et net. Alors, faut virer cette casque de parasite qui s'arrange pour évincer les gens intelligents et sages grâce à ces leviers médiatiques et financiers. C'est Faye qui nous dit ça. Faye, oui, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Parce que pour virer, faut les virer pour les remplacer, puisque de toute façon, je vous dis, ils sont le médiocre. Hein. Cette classe politique-là est médiocre. De pas, vaut mieux être du côté des patriotes que des mondialistes. Vu les événements actuels, avec le mondialisme, on sera pire que maintenant, de plus en plus pauvre et soumis surtout. C'est Naslin Diarba. Ce serait, c'est convaincre pour vous prêcher un convaincu, Naslin Diarba. C'est clair et net. Pour moi, le camp ne peut être que du côté des patriotes. Le camp des mondialistes, c'est l'esclavage. Pour moi, ça se joue entre l'esclavage et la liberté. Ça se joue entre, j'ai envie de dire, l'esclavage, la liberté, des valeurs aussi puissantes que la tradition. Alors c'est vraiment la tradition contre la modernité, au sens où eux, leur modernité, la définition qu'ils donnent à leur modernité, c'est une table rase dans laquelle on efface tout. Il n'y a plus rien. C'est ça la modernité, telle qu'elle est conçue, surtout par le Nouveau Monde. On fait table rase. Il n'y a plus rien. Ils ne veulent plus rien. Vous voyez bien, vous n'êtes plus ni homme, ni femme, ni français, ni rien, ni noir, ni blanc. Vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien. Hein, dans cette modernité qui veut s'effacer de tout. Hein, qui veut que l'homme ne soit attaché à rien. Alors que c'est tout l'inverse, effectivement, de la tradition. Et le côté traditionnel, c'est justement l'enracinement. Donc ça, c'est complètement différent. Alors, bonsoir, je lis le livre La Révolution européenne de Francis Deleuze, dans lequel on nous montre la confrontation du système libéral étalon-or contre le système allemand entre les deux guerres, étalon-travail, et montre en tout cas pour le moment que c'est un système beaucoup plus réussi, abouti, équitable pour les populations. Tu as un avis, des renseignements dessus te passent, c'est Dopamine qui nous dit ça. Eh ben non, et c'est vachement intéressant comme sujet. Mais non, j'ai pas assez d'informations là-dessus sur effectivement comment fonctionnait le système allemand. Et c'est intéressant, ouais. Franchement c'est intéressant. Et ben voilà encore une idée de sujet, Dopamine, dont il faut venir parler directement à l'antenne. Voilà, ce serait super intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, très intéressant, moi aussi j'ai bossé pour ça à Sanofi, mais au niveau DSI, et même à ce niveau, j'en collectionne des vertes et des pas mûres. C'est Demurge 2001 qui nous dit ça. Bah dis donc les gars, ça balance beaucoup sur les labos et c'est intéressant, hein. Franchement, il faut nous donner ce genre de témoignages. Hein. Venez passer à l'antenne, passez, hein, allez, vous venez nous raconter vite fait, qu'on sache, hein, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Hein, je veux dire, hein, on a tous à un moment donné été acheter des médicaments dans notre vie, donc c'est quand même extraordinaire que des médicaments qui sont faits pour vous soigner vous tuent. C'est
c'est l'expression même de ce qui se passe avec l'inversion des valeurs. C'est-à-dire les valeurs sont inversées partout, dans tous les domaines. Voilà, les médicaments, donc c'est fait pour vous soigner, mais ça vous tue. L'alimentation vous tue. On est vraiment dans une configuration assez incroyable. Vincent est là. Ah bah voilà, là je crois que ça a marché. Je le vois. Alors, Vincent, Est-ce que tu nous entends? Ah, bah voilà, ça marche là, c'est parfait. On est en direct là. Ah là, on est en direct sur Meta TV. D'abord, je tenais à vous dire que je suis vraiment honoré de passer parce que c'est une télé comme on n'en voit plus, Meta TV. Ah bah merci beaucoup. C'est ça, je pense, c'est un nouveau genre de télé, quoi. On est, Disons que moi, de toute façon, j'ai pas pu vraiment connaître. Je suis encore très jeune, quoi. Je viens d'arriver sur mes 18 ans, donc c'est vraiment, on va dire, la première vraie expérience résistante, quoi, que Meta TV. Ah bah génial, bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Et toi, t'es où? T'es dans quel coin? Moi, je suis dans la banlieue parisienne. Je suis à Puteaux. Ah bah ça va, on n'est pas loin. Tu nous appelles pas de l'autre côté de la Terre. Non, non, non. Je suis à la capitale. Je suis aux premières loges. Ah, t'es aux premières loges, bon bah ça va. Alors, tu voulais nous parler de quoi, toi, Vincent? Moi, je voulais un peu revenir sur le sujet d'hier, quoi, sur donc l'Union européenne, un peu Carrément, vas-y. toutes ces institutions, voilà, internationales. Et moi, je trouve que, enfin, je pense que le grand problème de l'Union européenne, c'est que c'est vraiment c'est limite son anonymat, quoi. Je pense que même pas 50% de la société française sait que Il faut les lois européennes. que tu coupes le retour, je crois qu'on entend le retour. Attendez, je vais couper carrément les onglets. Peut-être que ça parle. Là, c'est Ouais. bon là. Ouais, c'est bon, je crois que c'est meilleur. Ouais, Parce qu'on on entend le retour, voilà. Ouais. C'est ma faute, désolé. Ah, voilà, super, là c'est mieux, je pense. Voilà. Voilà. Donc je reprends. Moi, je pense que très peu de personnes en France, parmi les classes basses, bien sûr, ne savent que réellement les lois européennes sont au-dessus des lois françaises, par exemple. Ouais. C'est vraiment un facteur. Par exemple, moi, je parlais à ma mère, c'est un peu c'est un peu ma bête à tout faire, quoi, parce que moi, je suis dans une famille, on va dire, vraiment en classe sociale très basse. Ma mère a émigré, je suis d'origine portugaise, elle a émigré avec l'oppression de Salazar pour l'économie, tout ça, quoi. Donc elle n'a pas pu faire beaucoup d'études et je m'en rapporte un peu avec elle, quoi, pour avoir un état, pour me faire un peu une idée générale de la société, vraiment des classes très basses. Et c'est là où je pense, pour revenir un peu, je vois que beaucoup lisent 1984, pour revenir un peu à Orwell, je pense que là où se trouve la solution pour demain, c'est vraiment les classes très basses, les classes majoritaires, mais qui n'ont malheureusement pas une conscience politique, on va dire, réveillée. Les pauvres sont trop affaiblis au jour le jour par leur travail pour s'occuper du quotidien politique. Donc voilà. Et donc pour revenir un peu, voilà, donc justement à l'anonymat de l'Union européenne, un peu toutes ces grandes organisations. Et une solution un peu hâtive, à mon avis, parce qu'hier justement on en parlait, s'il y avait encore une solution on va dire politicienne par les urnes, après moi un léger constat, la première chose que je vois, après il faut arrêtez-moi si Non, mais pas de souci, vas-y. mais ce serait par exemple si par miracle un de nos candidats est élu à la chaise, à la tête de l'État, ce serait vraiment directement de dissoudre l'Assemblée, je sais pas, soit on la dissout, soit à invoquer l'article 16 pour réécrire une constitution. Bon, après, avec toutes les options qu'on peut, le tirage au sort, vraiment, c'est des très très bonnes idées. Et parce que je sais pas si tout le monde a lu la Constitution française, mais on enlève le préambule où il y a 2-3 notions de dignité humaine, mais c'est la Constitution française, c'est un peu comme une notice d'aspirateur pour organiser, on va dire, l'administration française avec tant de députés, tant d'années. Il y a aucune notion, on va dire, qui touche au quotidien réel. Par exemple, on parlait souvent les grands scandales, à mon avis, de l'Union européenne. C'était, on l'a abordé avec Monsieur Bourguignon. C'est surtout l'agriculture. Voilà, les grandes entreprises Monsanto sont en train de breveter des graines,
Mais ça, je pense que la Constitution, si on la réécrirait, il faudrait vraiment la changer de tournure, de visée et tout inclure dedans, quoi. Limite, vraiment restreindre le code civil et tout inclure dans la Constitution pour avoir voilà une dernière porte d'échappatoire à toutes ces directives européennes, quoi. Ouais, carrément, ouais. Bah, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire vraiment que les idées, par exemple, toi qui es vachement jeune, Mm. t'as quand même grandi dans une espèce de propagande pro-européenne. Alors, ouais, carrément. Moi, je me suis réveillé, j'en suis fier, mais je me suis réveillé il y a 2-3 ans et encore, je me considère comme un peu un béni parce que 16 ans de propagande, c'est pas beaucoup comparé à mes parents et Ah comparé bah, à. c'est pour ça, tu t'es réveillé vite, je trouve, c'est extraordinaire. Ouais, bah, il fallait quoi en même temps parce que justement, moi, je suis jeune, je suis un peu, on va dire, vraiment aux premières loges quoi de toute la mécanique du système quoi, où on voit les jeunes vraiment aliénés à toute cette industrie quoi. Ouais, ouais. Et moi, je le vois vraiment quoi. Et, euh, et bah, pour revenir, enfin pour un peu changer de sujet. Mhm. Par exemple, pour ces derniers temps, on constate qu'il y a beaucoup de plus en plus de méthanotes et beaucoup plus de résistance politiques que ça peut engendrer. Mhm. Je, Je moi, comprends presque ce que tu veux dire en plus. Ouais. Franchement, je suis super d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, il est en train de se produire effectivement un changement dont il ne mesure pas les conséquences, on va dire, dans les prochaines années, ce que ça va créer. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai un bon exemple. Par exemple, c'était parce que moi, Dieudonné, je le suis déjà depuis même bien avant le réveil, quoi, depuis 3-4 ans, et j'en avais parlé avec un ami en classe. Et bon, c'était 3 mois avant la polémique encore, donc il n'était pas vraiment connu, quoi, dans les masses. Et je lui en avais parlé au début. Bon, lui, il me parlait de Fabrice Eboué et de je sais pas quoi. Moi, c'était vraiment inconnu, quoi. Et du jour au lendemain, après la polémique, je suis parti lui en reparler, et là, du coup, voilà quoi. Il connaissait déjà, il pouvait en parler de ses sketchs, mais c'était léger quoi. C'était encore trop. Je sais pas comment dire. Il y avait pas toute cette conscience que ça peut engendrer, parce que si c'est que pour l'humour, Dieudonné c'est un humoriste, mais c'est lui qui a quand même initié à peu près, on va dire un peu la révolte quoi. Même si c'est gros dire, parce qu'il y avait beaucoup de partisans avant lui. Soral et Dieudonné. Mais par exemple, voilà, ceux qui s'intéressent à Dieudonné récemment, si on peut faire, on va dire, les deux têtes d'affiche de la résistance, hein, pour parler grossièrement, ce serait voilà, Dieudonné et Soral. Ouais. Bah, ils suivraient Dieudonné pour le côté humoriste, pour le côté, surtout aussi noir, qui revendique beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair. Mais par contre, si on commence à essayer d'aller le plus en parler en détail de ER, du cercle des volontaires, même de Meta TV, bah là, je pense qu'il y a un blocage, quoi, encore. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que il a, et voilà, et ça, c'était pour revenir aussi sur, voilà, il y a une semaine en arrière, je pense que ça venait si je me souviens bien, c'était de Zintao, qui avait pris l'initiative voilà de poster un petit commentaire sur le chat où il appelait justement à des réunions publiques, enfin publiques, à des réunions de résistants quoi, à des débats Mais il a raison. Il a ah oui, super raison. il a extrêmement raison et même j'encourage vraiment quoi, j'encourage vraiment, il faut se réunir vraiment pour parler même pas du lendemain, mais justement pour s'accorder sur des sujets quelconques, même vraiment quelconques.